Alors, des croyances, il y en a plein. Et il est bon, en tant que diététicienne, de les combattre. Quelles sont-elles essentiellement? Alors, on a beaucoup, beaucoup d'interrogations concernant le cancer et la consommation de sucre, puisque effectivement, c'est toujours ce qu'on entend, hein, le sucre nourrit la tumeur. Et en fait, toutes les études, les études montrent qu'en fait, il n'y a pas de lien direct entre la consommation de sucre et la croissance tumorale. Et en fait, il n'y a pas lieu de s'interdire de manger du sucre quand on est en traitement anticancéreux, quand on bénéficie d'un traitement anticancéreux. En fait, il faut manger du sucre tout à fait normalement. Je dirais plutôt de façon modérée, mais comme tout à chacun, hein, ce n'est pas spécifique aux patients cancéreux. Et il faut surtout garder le plaisir de manger. Et donc surtout, voilà, si on a envie d'une tarte aux pommes, on mange une tarte aux pommes et on la déguste avec plaisir. Mais donc, bien volontiers. Surtout pas culpabiliser parce qu'on a consommé du sucre. Parce qu'en fait, voilà, hein, on n'a pour l'instant aucune étude qui montre une relation directe entre cette consommation de sucre et le fait et la survenue de cancer. Oui, pardon. effectivement. Et vous parlez effectivement de culpabilité. C'est peut-être un sentiment qui est assez fréquent quand on est malade et qu'on ne sait pas trop comment réagir à ça avec sa façon de s'alimenter. Alors, il y a le sentiment de culpabilité et puis il y a aussi le fait de vouloir se prendre en charge, ce qui est tout à fait normal. Hein. Le patient a envie d'être acteur de sa maladie et au travers de l'alimentation, c'est quelque chose qui est relativement simple, on va dire plus facile pour lui. Les traitements, il n'a pas tellement le choix, mais l'alimentation, il peut effectivement choisir ce qu'il va manger ou pas manger. Bien sûr. Et donc, on peut choisir, mais il ne faut pas forcément écouter les conseils du voisin, les conseils des amis qui vous veulent du bien. Et d'autant que la cellule cancéreuse, si elle ne trouve pas de sucre pour se nourrir, elle va aussi trouver d'autres nutriments et notamment, elle peut piocher dans la réserve de protéines et on en a parlé notamment lors du chapitre sur la dénutrition. Effectivement. Quels seraient vos conseils alors pour lutter contre ces idées reçues? Alors les conseils, c'est plutôt de manger équilibré, si l'on peut. Ensuite, c'est de manger ce qui passe. Parce qu'avec toujours l'optique de ne pas perdre de poids et de ne pas trop maigrir. Et puis, savoir se faire plaisir, c'est important. C'est parfois difficile avec les traitements du fait de tous les effets secondaires. Et donc, je pense qu'il faut vraiment garder ça en tête. Et puis, manger ce qui se passe. Et si c'est 3 jours de rang la même chose, eh bien, tant pis. Au moins, le patient s'est alimenté. Voilà, c'est ça le principal. Vous parlez de notion de plaisir. Il y a un côté aussi un peu psychologique dans cette approche-là. Savoir se faire plaisir dans un moment difficile. Je vous vois en train d'opiner du chef. Vous avez envie de réagir peut-être? Non, c'est qu'effectivement, c'est important que le patient puisse, comme me disait Françoise Daillot, comme quoi effectivement il mange suffisamment. Donc c'est ça que s'il y a tel ou tel aliment qui lui plaît, autant en profiter. Nous, ce qui est important, c'est qu'il a suffisamment d'apports caloriques et protéiques, qu'il ne perde pas de poids, qu'il garde sa masse musculaire, donc autant se faire plaisir, en fait. Très bien. Merci Sandra Doffi. Oui, Françoise Daillot. Non, mais après, je voulais rajouter qu'effectivement, et puis, il faut bien se dire qu'il n'y a pas d'aliments, miraculeux qui soient anti-cancer ou au contraire qui pourraient stimuler la croissance cancéreuse. En fait, je pense qu'il faut, à partir du moment où on reste sur une alimentation variée, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas d'aliments à diaboliser ni de remèdes miracles. Non, tout à fait. Et pour le coup, les études ne montrent... Il y a tout un tas d'études qui sont faites sur certains aliments. Je pense par exemple au curcuma. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme... Parlez dans votre micro, Françoise. Parce que, il y a le soja. Alors le soja, c'est un peu différent. Mais par exemple, le curcuma, le thé vert, et les études ne montrent pas d'intérêt particulier à consommer ce type d'aliments. Et notamment, par exemple, pour le thé vert, on a plutôt des recommandations qui ont montré qu'il valait mieux éviter de boire, en tout cas de limiter la consommation de thé vert 48 heures avant les traitements et 48 heures après les traitements. Parce qu'il peut y avoir des interactions avec les traitements.
Très bien. On récapitule, on regarde les 5 points clés. On va voir si vous avez bien tout évoqué. Attention, jeûne thérapeutique. Attention, pas de preuve scientifique. Ah oui, ça on l'a pas évoqué. Le jeûne thérapeutique. On l'a évoqué un peu via le régime cétogène. En fait, le régime cétogène, c'est une forme de jeûne thérapeutique. Après, il faut savoir que certaines cliniques sont très inventives pour trouver des modalités pour faire jeûner les patients. Voilà, le jeûne thérapeutique, c'est une réalité qui regroupe énormément de modalités différentes et aucune étude n'a montré un bénéfice à jeûner pendant un cancer. Et par contre, les études montrent plutôt un risque de perdre du poids et toujours les risques les patients qui perdent du poids, qui vont altérer leur qualité de vie. Donc c'est plutôt il y a vraiment une prudence vis-à-vis du jeûne thérapeutique ou du régime cétogène. Très bien, retournons sur nos points clés. Donc, soja et cancer du sein, limiter la quantité, ça, on l'a évoqué. Là, on a très très peu évoqué. Oui. C'est qu'en fait, effectivement, on entend beaucoup pour les patientes qui ont un cancer du sein hormonodépendant et qui vont avoir de l'hormonothérapie pendant 5 ou 10 ans, de limiter la consommation de soja. Parce que dans le soja, il y a des phytoestrogènes qui sont un petit peu proches des hormones féminines. Et c'est un peu le principe de précaution. Oui. Pour autant, ce n'est pas complètement interdit, contrairement à ce qu'on entend souvent, c'est-à-dire qu'on peut consommer modérément un produit, enfin du soja. Donc, quand on dit modérément, 1 par jour maximum. Par contre, il faut éviter tout ce qui est complément alimentaire à base de soja. Très bien. Ils sont fortement dosés pour le coup. Lait et cancer, privilégier les produits laitiers moins gras. C'est quoi ? C'est les 3%, c'est les fromages blancs allégés, c'est quoi en fait les produits laitiers moins gras ? Oui, alors c'est difficile, c'est un peu difficile à définir. Moi, je dirais surtout qu'il faut éviter ce qu'on croit appeler des produits laitiers, c'est-à-dire toutes les crèmes dessert qui sont sucrées, qui sont effectivement souvent assez grasses et qui finalement ne sont pas véritablement des produits laitiers. Toutes les choses qu'on adore, en fait. Voilà, ça apporte du sucre, du gras, peu de calcium ou pas de calcium, donc ça a peu d'intérêt. Donc c'est surtout de favoriser tout ce qui est yaourt, fromage blanc, suisse... Mais c'est important, c'est que c'est pas interdit de consommer des produits laitiers. Voilà, il n'y a pas de risque à consommer des produits laitiers. Ça peut quand même permettre d'enrichir une partie de l'alimentation. Thé vert et cancer, pas de preuve scientifique d'un effet préventif. Attention aux contre-effets. On en a parlé du thé vert. Et privilégier encore une fois une alimentation saine et équilibrée. C'est le maître mot aujourd'hui. Hein. C'est le maître mot. Est-ce que nous avons des questions sur la toile ? On avait des questions, mais ça a été répondu. Donc pour l'instant, non, pas de questions. Pas de nouvelles questions. Eh bien, très bien.